le Haut Commissariat au Plan sur les prévisions de croissance économique en 2014. On pensait qu'on aurait 2,4% de croissance selon le HCP. Le ministre en exercice qui relève votre parti affirmait mordicus que la croissance serait de 4,2%. Et au total, et au résultat, c'était 2,6. Le HCP était plus proche de la réalité que les prévisions de votre ministre. Mais là n'est pas la question. La question est de voir si la stratégie de développement économique du Maroc sur longue période, donc vous voyez bien que ça dépasse les clivages politiques, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Et ce graphique, j'aimerais que vous y réagissiez parce qu'elle laisse penser qu'en réalité, notre modèle de développement économique est erroné. Et il n'est pas erroné simplement depuis ce gouvernement ou les quelques gouvernements précédents, mais j'allais dire depuis longue date, depuis le début des années 80, puisque nous sommes restés focalisés, arc-boutés sur cette problématique de croissance agricole, de PIB agricole, de conjoncture, de pluviométrie, et on a oublié que la réalité de la croissance se faisait d'abord dans l'industrie, un peu moins dans les services, même dans les économies occidentales, et que si on veut créer de la croissance, puis développer une politique de croissance inclusive avec une redistribution qui vient irriguer l'ensemble des tissus économiques et sociaux du pays, eh bien, il fallait viser des croissances très élevées, ce qu'ont fait nos concurrents. Et ce graphique montre que le Marocain, au début des années 80, eh bien, tenez-vous bien, était plus riche que le Thaïlandais. Plus riche que le Thaïlandais, en termes de PIB per capita. Aujourd'hui, le Thaïlandais est 2 fois plus riche que nous. Si nous nous comparons au Malais, le Malais était 2 fois plus riche que les Marocains. C'est des chiffres de la Banque mondiale. Aujourd'hui, le Malais est presque 4 fois plus riche que le Marocain. Et évidemment, l'illustration la plus évidente, c'est celle des Coréens, des Sud-Coréens. Ils étaient un peu plus de 2 fois plus riches que nous. Aujourd'hui, ils sont 9 fois plus riches que nous. Donc, est-ce que ça ne nous impose pas un petit peu plus de modestie? Et est-ce qu'on ne devrait pas, tous ensemble, partis politiques, société civile, opérateurs économiques, intellectuels, économistes, nous remettre un peu en cause et nous dire, écoutez, nos modèles, finalement, ils produisent un peu plus, un peu moins de richesse, mais incontestablement pas suffisamment de richesse. Bien, alors, c'est une réflexion naturellement extrêmement intéressante. Je prends la Corée. Qu'est-ce qui a fait que la Corée bascule vers une dynamique de création de richesse beaucoup plus rapide? C'est ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce lien indispensable entre technologie, recherche scientifique et industrialisation. Cette critique est fondamentale pour l'accélération de création de richesse. On est encore dans une phase de construction de notre économie basée sur l'attractivité de la main-d'œuvre et non pas sur la valeur ajoutée. Comment tu peux créer la richesse dans un pays? C'est par rapport à ta capacité à créer un rythme de valeur ajoutée qui est à chaque fois beaucoup plus important. Il est vrai que sur les 10 dernières années, 12 dernières années, on a doublé le revenu per capita par personne. Et qu'on est aujourd'hui autour de 3700 ou 3800 $, si ma mémoire est bonne, 3600 $. Donc on était à 2000 $. On était à 900 $, en 1980. Donc, c'est vrai qu'il y a une progression qui est là. Mais le rythme de création de richesse reste relatif. On a travaillé sur la diversification de l'économie pour offrir plus de possibilités de création d'emplois, créer plus de possibilités d'attractivité et d'attraction de l'investissement. Cette stratégie de diversification doit se poursuivre. Je pense qu'elle est salutaire pour le Maroc. Elle est nécessaire. Mais comment opérer ce changement qualitatif qui te fait rentrer dans ce qu'on appelle le club des pays émergents? C'est cette fameuse triptyque. Et si on n'arrive pas à le faire, on aura toujours un rythme de création de valeur qui sera un rythme moyen. Beaucoup d'investissements physiques a été fait. Quand on regarde le Maroc d'aujourd'hui en termes d'infrastructure, fait partie des pays émergents. En termes d'infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, etc. Il y a un gros effort qui a été fait.
Quand on regarde également en matière de tissu et de structuration du tissu économique, le Maroc n'a rien à voir avec les années 80-90. Quand on regarde le processus de ce qu'on appelle l'accumulation du capital et la formation des grands groupes qui peuvent être des locomotives pour tirer, comme c'est fait en Turquie, comme c'est fait ailleurs, comme c'est fait en Corée, qui deviennent des références, nous sommes en train d'avancer timidement. Donc, au niveau de la structuration globale de l'économie, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est de passer effectivement à l'appropriation de la technologie, au développement de la technologie, le lien entre l'industrie et la recherche scientifique, etc., etc. Et créer des noyaux qui vont devenir et aider à créer les locomotives que représentent les économies émergentes et qui sont capables de rayonner. Nous avançons aujourd'hui vers un continent avec des opérateurs et des acteurs. C'est vrai que nous avons développé un savoir-faire et une capacité également de se mouvoir dans des environnements différents. Cette dynamique doit se poursuivre et doit se poursuivre avec beaucoup plus de force parce qu'elle est génératrice de rayonnement, mais non seulement de rayonnement, mais aussi d'impact économique et social. Mais je suis d'accord avec vous. Nous sommes encore dans un modèle économique qui n'est pas suffisamment générateur de valeur. Il y a des secteurs aujourd'hui qui émergent et qui commencent et qui donneront sur les 5-10 prochaines années une capacité de création de valeur ajoutée beaucoup plus importante. L'OCP ou les phosphates, avec tout le processus d'industrialisation et d'intégration, mais également de rayonnement international, va devenir un secteur générateur de valeur ajoutée. L'automobile, dans sa dynamique, va devenir un secteur générateur de plus de valeur ajoutée et de création de richesse. Certainement l'électronique, l'agriculture moderne, les services, et particulièrement les services financiers qui sont en train de se développer. Donc nous avons potentiellement des arguments qui peuvent nous aider à aller d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus accélérée dans la dynamique de création de valeur ajoutée. Je partage votre constat, il faut oser autre chose aujourd'hui. Et ce oser est fondamental. Il n'y a pas de... pas rester dans des logiques les divergences en matière d'interprétation sont naturelles et normales, c'est un débat sain. Il ne faut pas le prendre comme étant un problème chez nous. Chaque fois que le HCP fait sa prévision, la Banque centrale fait sa prévision, le ministère des Finances fait sa prévision, et qu'il y a un débat autour de ça, on dit mais qui va avoir raison, qui va gagner contre eux? Ce n'est pas une compétition, c'est tout simplement des éléments d'analyse et d'appréciation qui partent d'une position qui sont différentes. Vous savez ce que ça veut dire pour un ministre des Finances sortir et dire ma croissance, au lieu de 4%, ça va être 1% ou 8%, l'effet immédiat. Donc il y a une responsabilité d'une dimension politique qu'il faut gérer. Vous avez pas parce qu'on ne veut pas dire, on peut sortir et dire oui, il y a un recul, on met des prévisions, mais le rôle d'un ministre des Finances, c'est de ne jamais baisser les bras. Maintenir la confiance, se battre, essayer d'atténuer l'impact d'un recul de la croissance, etc., par la confiance et par les messages. Ça se fait dans tous les pays. On voit que dans les pays développés, on se bat pour des 0,1-0,2%, parce que ça représente beaucoup. Et on trouve des divergences entre l'appréciation de X et l'appréciation de Y. Mais c'est naturel et il faut qu'on le vive naturellement. Vous avez parfaitement raison en termes d'appréciation, d'interprétation, d'analyse, mais en termes de production de statistiques nationales, eh bien, il n'y a pas vraiment matière place à interprétation, ce sont des chiffres, et il y va de la crédibilité de notre pays vis-à-vis de nos bailleurs de fonds internationaux, du Fonds monétaire international, des agences de notation, que de produire des statistiques prévisionnelles les plus fiables possibles. Et je crois que nos deux instituts nationaux, indépendants, font leur travail correctement, et on devrait s'enorgueillir de la qualité du travail du Haut Commissariat au Plan et de Banque Mondiale. Je peux vous demander l'autorisation d'arrêter une minute. Bien sûr. Une minute. Je dois aller là où personne ne peut me remplacer. On va conclure sur la stratégie industrielle. Je vais vous soumettre un troisième sur 5 graphes, le troisième graphe.
La stratégie industrielle est présentée par le RNI comme étant, j'allais dire, un trophée de guerre, une des principales réalisations de votre parti dans le cadre du gouvernement actuel. C'est votre ministre qui est en charge de ce département et qui a donné une nouvelle dynamique au plan émergence à travers le plan d'accélération industrielle qui porte sur la période 2014-2020. Nous sommes à mi-parcours. Les objectifs sont très ambitieux, porter la part de l'industrie dans le PIB national à 23%, créer 500 000 emplois, et un fonds d'investissement stratégique de l'ordre de 20 milliards de dirhams qui va être débloqué par l'État. Je pense qu'on a déjà mobilisé une enveloppe autour de 5 milliards de dirhams. Or, ce plan pose de grandes interrogations. Et pas par simplement les opérateurs économiques, mais je pense notamment à Banque Maghreb, qui à 2 reprises, dans le rapport annuel qui est présenté à Sa Majesté le Roi, en 2014 et en 2015, pose des interrogations importantes sur le couple coût-opportunité, avantages et coûts de ces projets d'investissement industriel, en particulier dans le secteur automobile, en pointant du doigt 2 éléments de faiblesse. Évidemment, les éléments positifs, ce serait malhonnête intellectuellement de les oublier, puisque ça met le Maroc au centre de l'industrie automobile mondiale, ça draine des investissements étrangers importants, ça amène des grands groupes industriels à venir s'implanter au Maroc, à développer aussi parfois des sièges sociaux sous-régionaux. Ça permet de créer des emplois et surtout ça permet de développer les exportations, puisque vous le rappeliez, l'industrie automobile a permis de réduire le déficit de notre balance commerciale, si bien qu'aujourd'hui l'industrie automobile est le premier secteur exportateur marocain. Il a dépassé depuis un an les phosphates. Mais il y a 2 éléments de faiblesse qui sont légitimes et sur lesquels je pense il y a des éléments de réponse à apporter. D'abord, la création d'emplois. Je vous ai proposé un graphique qui montre comment l'évolution de l'emploi dans le secteur industriel s'est faite sur les quelques années qui viennent de s'écouler, à peu près sur les 9 années qui viennent de s'écouler. Vous remarquerez que l'emploi dans l'industrie n'a pas bougé. Évidemment, c'est un flux, il y a de la destruction-création, mais le solde net, nous sommes pratiquement au même niveau, nous sommes presque autour de 1 200 000 emplois. Donc, ni le plan émergent de 2009, ni le plan d'accélération industrielle qui a mi-parcours n'ont permis de créer ces fameux 500 000 emplois, sans oublier aussi le fait que Banque Maghreb s'inquiète de ces investissements qui viennent et qui repartent assez vite, puisque la balance des paiements est perturbée sérieusement par les distributions de dividendes. Et donc, on s'interroge sur la nécessité de revoir l'approche de ces investissements et de pouvoir les redimensionner par rapport à leur véritable contribution à la valeur ajoutée en termes d'investissement, de création d'emplois et de rétention et de réinvestissement des profits à l'intérieur du territoire national. C'est un angle d'analyse effectivement intéressant, parce qu'il faut toujours aussi pointer sur là où il peut y avoir des insuffisances. Mais inversons la logique. S'il n'y avait pas ces plans d'émergence, entre autres, avec le rythme également de destruction d'emplois qui existe, si ces secteurs ne tiraient pas et ne créaient pas, où en serions-nous aujourd'hui? N'oublions pas le contexte dans lequel l'émergence est venue. Et j'étais en charge de l'industrie à l'époque. L'angoisse était liée à l'ouverture de l'économie. Tous les acteurs et les opérateurs économiques criaient au loup. Il y avait une psychose. Et il fallait relancer par une dynamique qui sort de la logique dans laquelle s'était installé le débat au début des années 2000. Le secteur textile qui va s'effondrer parce qu'il allait y avoir des démantèlements prévus. Le peu de secteurs dynamiques qu'on avait se voyait déjà bouffer ou disparaître face à la compétition. Et donc,
amené un souffle nouveau, une vision nouvelle. Cette vision était d'oser quelque chose que le Maroc pouvait générer en partant de sa position géographique et en partant des attractivités qu'il pouvait développer à partir d'une réalité, d'une économie qui se globalisait. Ceci a permis l'émergence de nouveaux secteurs et des investissements pour faire de sorte que ces secteurs puissent jouer leur rôle et être suffisamment attractifs. Ceci a permis une dynamique à l'intérieur de la prise de décision gouvernementale par rapport à un certain nombre de dispositions, aussi bien légales que fiscales. Ça a créé une bouffée d'oxygène. Et ça a créé une dynamique. Qui aurait rêvé, il y a 10 ans encore, que le Maroc allait être une plateforme de construction automobile? On n'en rêvait même pas. Quand je faisais le travail sur le plan émergence, et on a dit, bon, le Maroc doit passer d'abord par une dizaine d'années de création des industries de composants automobiles pour pouvoir aspirer à devenir un joueur. Et on est arrivé en l'espace de 2 ans à attirer un fabricant et un grand fabricant. Le fait d'attirer un grand fabricant a permis l'éclosion de tout ce qui est autour. La création d'emplois dans le secteur de l'automobile, la formation professionnelle qui a accompagné cela, et donc des jeunes qui s'orientaient vers de nouveaux métiers. Je ne parle que de l'automobile, mais je pourrais parler aussi des autres. Donc, ça dépend de l'angle à partir duquel on regarde. Maintenant, nous sommes dans une phase d'accélération. Et cette accélération, elle ne peut se faire uniquement par les joueurs extérieurs. Elle doit se faire aussi avec les joueurs intérieurs. D'où tous ces engagements qui ont été pris avec les fédérations sectorielles. Si les fédérations sectorielles ne s'impliquent pas et ne tirent pas bénéfice de la dynamique sectorielle, effectivement, nous allons assister à terme aux risques auxquels ont été confrontés d'autres. C'est-à-dire que quand on est plus compétitif, on va ailleurs, parce que le monde est ouvert. Et donc, nous avons besoin des joueurs nationaux qui se renforcent, qui se consolident, qui développent également un savoir-faire, qui deviennent des vrais joueurs, qui peuvent devenir également des joueurs qui jouent sur d'autres continents et sur d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut rester soutenir cette dynamique, parce qu'elle est utile. Corriger là où ça doit être corrigé. Le fait que les dividendes sortent, mais c'est une réalité qui existe dans tous les pays qui veulent être des joueurs dans la mondialisation. Comment on peut demander à un investisseur de venir et de lui dire non, tu viens, mais tu ne répartis pas tes dividendes? Regardez le cas d'un pays voisin. C'est la proportion qui est inquiétante, c'est 40% du flux d'IDE. Oui, mais il y a quelque chose aussi qui est généré. Et donc, on va aller vers quoi? Vers une limitation des transferts de dividendes. Pensez qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire, soyons réalistes. On a besoin de cet investissement. On a besoin de la création d'emplois que ça génère. On a besoin de consolider ces secteurs de manière à ce que les choses deviennent beaucoup plus solides et beaucoup plus fondées. On peut critiquer, c'est normal. On peut aider à corriger, c'est encore mieux. Attirer l'attention, c'est encore mieux. Accompagner tout en corrigeant, c'est encore mieux. Mais il ne faut pas rester dans des messages qui peuvent semer le doute. Je ne critique personne, je respecte naturellement chaque institution joue son rôle, c'est son devoir de jouer son rôle. Et je pense que nous sommes dans un besoin. C'est quoi l'alternative? C'est toute la difficulté. Si je dis que les stratégies sectorielles ont montré leurs limites, mais on va remplacer par quoi? Vous savez ce que c'est que de changer de modèle économique? L'Espagne est tombée parce qu'elle est tombée économiquement, je veux dire. Parce que tout son modèle était construit autour de 2 secteurs phares, qui étaient l'immobilier et le tourisme. Quand il y a eu le choc économique,
l'Espagne a mis 10 ans pour se relever. Ce n'est pas simple, ces histoires. Construire, c'est difficile, détruire, c'est facile. Et donc, je pense que les stratégies sectorielles, il faut continuer à les soutenir, à les booster, à les corriger. Il faut trouver beaucoup plus de cohérence entre les différentes stratégies pour optimiser. Il faut garder ces choix parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Notre économie a besoin. Mais il faut aussi faire autre chose. Et faire autre chose, c'est cette maturation de ce lien entre technologie, recherche et industrie qu'on doit aborder sérieusement aujourd'hui parce que c'est ça qui va consolider l'avenir. On va passer, M. Nzoua, à un quatrième graphe et qui, lui, traite de la problématique du financement de l'économie, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai, vous avez raison, il faut de l'intelligence, il faut de la technologie, de la recherche, il faut des entrepreneurs, il faut un environnement favorable, mais il faut aussi des ressources financières pour pouvoir financer ces projets. Or, la particularité de notre économie, c'est qu'elle est quasi exclusivement intermédiaire. C'est-à-dire que les marchés financiers dans notre pays ne jouent pas leur rôle et tout passe par les banques, ce qui leur donne un rôle très important. J'allais dire, plus que stratégique, un rôle existentiel pour l'économie nationale. Il n'y a pas un dirham de financement qui ne transite pas par le circuit bancaire. Évidemment, j'exagère. La bourse permet de lever des capitaux, mais ça représente moins de 0,5% des crédits bancaires de financement, et en particulier le financement des investissements. Or, lorsqu'on parle des banques, on peut dire que c'est un peu comme les deux faces de Janus. Il y a à la fois des éléments de satisfaction et des éléments d'insatisfaction. Le bancaire au Maroc est à la fois quelque chose qui est rassurant parce que le secteur a montré sa capacité de résistance aux différents chocs exogènes, qu'ils soient des chocs provenant de l'étranger, notamment la crise financière mondiale que nous avons connue en 2007 et 2008, et le secteur bancaire a montré sa résistance, sa capacité à les absorber, et les chocs endogènes. Et on a vu que les banques arrivaient malgré tout à maîtriser le taux de contentialité et à maintenir des marges et des résultats satisfaisants en dépit d'une économie en difficulté, en dépit d'une augmentation assez vertigineuse des défaillances d'entreprises. On annonce 6 000, 5 900 et quelques disparitions d'entreprises en 2015, et encore le chiffre est sous-estimé. Donc c'est un élément de satisfaction, mais aussi polémique, parce qu'on s'interroge, beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'économistes s'interrogent sur le rôle effectif des banques dans le financement de l'économie, et on se demande si les états-majors des banques prennent bien la mesure de leur rôle dans le financement de l'économie, parce que leur rôle doit transcender les problématiques purement de gestion, d'évolution de parts de marché, d'évolution de PNB, de marge et de rentabilité et de return on equity, mais les banques ont un rôle économique et les administrateurs, les actionnaires doivent mieux prendre en considération ces problématiques. Alors le graphique que je vous soumets, j'aimerais bien que vous y réagissiez parce qu'il montre que les banques, en l'espace de 6 années, ont récolté, ont augmenté leur bilan de près de 300 milliards de dirhams, 286 milliards de dirhams précisément. Et évidemment, les états-majors des banques, quand ils récoltent de la ressource, ils l'emploient, ils décident dans leur stratégie la manière d'utiliser cette ressource. Et vous remarquerez que ce qui nous intéresse, nous, pour pouvoir appuyer le plan émergence et le plan d'accélération industrielle, pour pouvoir créer ce tissu d'entrepreneurs, pour créer cette économie territoriale, cette économie durable, il faut réorienter une partie importante, pas la totalité, mais une partie importante de cette ressource collectée vers le financement des entreprises et des investissements. Et je vous mets à côté un indicateur qui est très parlant, qui est celui de l'évolution des crédits à l'équipement. Ils ont augmenté d'un peu moins de 30 milliards de dirhams. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que vous n'êtes pas interpellé par ce schisme entre, d'une part, une ressource importante collectée par les banques et, d'autre part, la pauvreté de la quote-part qui est réorientée vers le financement des investissements? Bon, d'abord, un premier élément. La bonne santé des banques est une forme de garantie de la pérennité de la bonne santé de l'économie.
pense que c'est un acquis que nous devons préserver et nous avons l'avantage d'avoir des banques, contrairement à d'autres pays où c'est les banques étrangères qui contrôlent le fonctionnement de l'économie. La décision est prise au Maroc sur les investissements et la distribution de crédit n'est pas prise dans les sièges des centrales. Et c'est un élément d'indépendance fondamental de l'économie de notre pays. C'est une conviction et je pense qu'il faut la préserver. Deuxième élément, quand je pose les banques par rapport justement à ce graphique déséquilibré. Et je leur dis, mais les banques génèrent du cash. Ce cash doit fonctionner, doit tourner dans l'économie. Il y a des entreprises qui demandent des crédits, mais n'en bénéficient pas. Deux éléments de réponse. Un, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas de projet, ou pas suffisamment de projets. Deux, il y a des ratios prudentiels imposés par la Banque centrale, et ces ratios nous imposent de gérer la distribution de crédits en fonction de ces ratios. Un des secteurs qui a le plus chuté en matière de financement, c'est le secteur de l'immobilier. Ça se reflète. Parce que le niveau de risque, tel qu'il est jugé et apprécié par la Banque centrale, est un niveau excessif. Et donc, il fallait réguler de manière à ce qu'il n'y ait pas de choc systémique par rapport à ce secteur. Et ceci est valable pour également d'autres secteurs. Maintenant, le constat étant ce qu'il est, deux éléments sur lesquels il faut agir. Un, on en a parlé au début. Comment redonner envie. Comment redonner envie. Vous savez, c'est terrible. Je viens de ce monde. J'ai beaucoup d'amis qui je discute. Donc, le moteur qui faisait que ces gens-là, je ne le sens plus. Il n'y a plus la fougue. La fougue. La prise de risque. L'envie d'y aller malgré les difficultés. Et vous êtes satisfait par la réponse que vous donnent vos interlocuteurs banquiers? Écoutez, les deux explications vous semblent crédibles, plausibles? Écoute, moi, mon devoir et mon rôle est d'essayer de comprendre pour pouvoir agir. Quand je parle aux opérateurs économiques, on me parle moins d'investissement et plus de financement du fonds de roulement. Pour les banques, le financement du fonds de roulement est soumis à des critères, on le sait. Maintenant, comment relancer la machine? C'est la question qui est posée pour moi aujourd'hui et sur laquelle nous devons agir. Redonner la fougue et l'envie. Deux, trouver un mécanisme, comme on a fait dans le comité de veille stratégique, où il y avait des garanties pour permettre aux entreprises de fonctionner. C'était des engagements de l'État. Dans une phase de transition, pour pouvoir redonner du sang neuf et de l'oxygène aux entreprises. On l'avait fait à l'époque aussi pour préserver les emplois. Donc, il y a une action concertée dans laquelle, naturellement, l'État est obligé de prendre des engagements, ou le gouvernement est obligé de prendre des engagements pour pouvoir réoxygéner l'économie. Deux, plus il y a de sources de financement, mieux c'est. Et donc, il y a des mécanismes, peut-être, sur lesquels il va falloir travailler de financement de l'économie en dehors des systèmes bancaires. Et ça, est-ce qu'il y a suffisamment d'attractivité, d'atouts aujourd'hui pour cela? C'est une question, à mon sens, de travail et de
développement, d'arguments et de convictions d'acteurs pour qu'ils puissent rentrer également dans cette dynamique de financement de l'économie.